Bonjour à tous, bienvenue sur France Business Télévision, la télévision qui traite de l'actualité économique, sociale et numérique, et vous l'avez compris, de toutes les belles initiatives en France. Au programme de ce jour, Agora 41, cercle de réflexion, cybersécurité, autant de sujets que j'ai la chance de traiter avec nos trois invités d'exception. Pour commencer, Philippe Lavaux, bonjour. Bonjour Ali. Bonne année. Merci à vous, bonne année à vous aussi. Voilà, bienvenue. Philippe, vous êtes le secrétaire général de l'Agora 41 que vous allez nous présenter, mais également le chef des ressources extérieures de l'ANSSI. Également avec nous, Cécile Wendling, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Cécile, vous êtes directrice de la stratégie de la sécurité et de l'anticipation des menaces au sein du groupe AXA, mais également, vous avez un point commun ici aujourd'hui tous les trois, c'est que vous êtes tous membres de l'Agora 41. Donc vous nous présenterez vos travaux au sein de l'Agora 41. Merci d'être parmi nous. Et pour finir, Bernard de Courrèges, bonjour. Bonjour. Alors Bernard, mon général, on doit dire, vous êtes général deuxième section et vous étiez jusque décembre 2020 inspecteur général des finances au sein du ministère des Finances. C'est ça. Merci d'être parmi nous, mon général. Merci. Pour commencer, Philippe Lavaux, quel est votre rôle au sein de l'ANSSI? Qu'est-ce que l'ANSSI? Et présentez-nous l'Agora 41. Alors, trois questions. Trois questions pour vous. On va les prendre dans le désordre. Alors, qu'est-ce que l'ANSSI? La doctrine française en matière de cybersécurité a été posée en 1943 par le général de Gaulle, qui a décidé de séparer la défense de l'attaque. Cette doctrine est très différente de pas mal de doctrines européennes ou anglo-saxonnes. Quand on prend les États-Unis, la doctrine américaine, c'est 80% de la cybersécurité donnée à la NSA. Quand on prend les Britanniques, c'est 99% donné au GCHQ, donc 2 services de renseignement. En France, le général de Gaulle avait décidé, alors à l'époque, on n'était pas encore à la cybersécurité, on était encore aux chiffres. Et le général de Gaulle avait donc décidé que le chiffre offensif, donc l'attaque, revenait au service secret, et que le chiffre défensif revenait à une unité interministérielle. Alors qui a porté énormément de noms, qui dans les années 2000 s'est appelée la Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information, et par décret du Premier ministre en 2009 a été créée l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, que dirige aujourd'hui Guillaume Poupard, ingénieur général de l'armement, et dans laquelle j'ai le plaisir de servir depuis bientôt 3 ans. Et vous vous occupez effectivement des ressources extérieures. Des ressources extérieures, non pas des relations extérieures, ce n'est pas mon métier, mais des ressources extérieures. Et dans le cadre de ces ressources extérieures, quand Guillaume m'a fait venir à l'agence, on avait besoin, compte tenu de l'importance quasi civilisationnelle qu'a le phénomène ou le fait cyber, qui maintenant est, appelons-le quasiment un fait politique, au sens premier du terme, c'est-à-dire qui gère la vie du citoyen, l'agence avait besoin d'une autre connaissance dans des milieux auxquels elle n'avait pas accès. Donc Guillaume m'a donné cette mission, j'ai un petit peu réfléchi, et j'ai décidé de créer cette Agora 41, qui effectivement, comme vous l'avez dit, est un cercle de réflexion, c'est pas un think tank, qui s'appuie sur des personnalités. C'est-à-dire que les membres de l'Agora, comme les 2 membres qui sont présents, ne viennent pas pour les connaissances qu'ils ont, mais viennent pour leur savoir-être et les savoir-faire qu'ils ont pu acquérir tout au long de leur carrière. C'est vrai que Philippe Lavaux, permettez-moi de vous couper, mais c'est vrai qu'on voit une très beau profil au sein de l'Agora 41, une vraie diversité des profils. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter un petit peu la constitution de ce groupe? Bien sûr. La constitution du groupe, alors on voulait dès le départ avoir une conception qui soit multidisciplinaire, transverse, pour justement aborder le fait cyber dans toutes ses spécificités. Le fait cyber, effectivement, pendant longtemps, on pouvait le limiter à une science d'ingénieur. Ce n'est plus ça. Et c'est pour ça que dans la création de l'Agora, on trouve aussi bien des hauts fonctionnaires, qui sont aussi les relais vers les administrations. On trouve des personnalités de la société civile, du monde économique. On trouve aussi des chercheurs. Donc ça, c'est pour l'enveloppe des penseurs. Mais j'ai voulu aussi permettre aux jeunes d'accéder à cette Agora. Donc j'ai créé un espèce de sous-ensemble, les juniors. L'Agora pour les jeunes. Alors, l'Agora pour les jeunes, non, pas encore. Ça, c'est aussi un projet. C'est aussi un projet. Pour l'instant, les juniors sont là pour permettre une meilleure organisation, parce qu'effectivement, quand vous réunissez des hauts fonctionnaires ou des hautes personnalités, ils ont des emplois du temps qui sont un petit peu compliqués. Et le junior, pour l'instant, est là pour dynamiser les groupes,
pour les organiser et pour leur permettre de réfléchir et de participer au sujet de l'Agora de la meilleure des manières. Donc voilà un petit peu pour l'organisation. Donc Agora 41, tout le monde souvent se pose la question de pourquoi 41 ? Justement, on se pose cette question. 41, parce que c'est pas 42. Alors 42, si vous avez lu ou si vous avez vu le film du voyageur intergalactique, 42 est la réponse que donne la machine à la question fondamentale. Et ce chiffre, effectivement, fait partie dans la communauté cyber, c'est le chiffre de référence un petit peu à tout le monde. Et comme l'Agora veut se positionner en périphérie de ce monde cyber, c'est-à-dire traiter les problèmes qui ont un effet dans ce monde cyber mais qui n'y appartiennent pas, on s'est dit on va prendre soit 43, soit 41. Et à l'étude, 41 est un chiffre qui se révèle avoir énormément de propriétés, donc c'est un nombre premier. C'est un nombre premier sexy. Alors pourquoi sexy ? C'est toujours la question qu'on pose aussi. Parce que si vous rajoutez 6 à 41, vous avez 47. Et ce sont deux nombres premiers qui se suivent séparés de 6. Donc voilà, dans les règles mathématiques, un nombre sexy, c'est ça. C'est un nombre sympathique qui a servi aux théories de l'heure. C'est un nombre premier dur qui permet notamment aussi de faire de la configuration de code. Voilà. Donc c'est aussi le nombre, paraît-il, de buts qu'avait mis Michel Platini en équipe de France. En équipe de France. Je sais pas si c'est pour ça. Il aurait pu faire partie du et 40, peut-être. Michel Platini, qu'on salue au passage. Et 41, voilà, c'était le volume à peu près qu'on semblait idéal pour créer cette espèce d'entité naissante. Donc, une fois que ces 41 membres ont été cooptés, donc on a vu un petit peu dans tous les domaines, comme je vous disais, des hauts fonctionnaires, des personnalités de... Créé, Philippe, vous le rappelez, mais en 2018. En 2018, oui, c'est encore très récent. On a réuni pour la première fois donc les membres de l'Agora dans les salons du gouverneur militaire des Invalides, qui nous avait très gentiment accueillis, puisque l'ANSSI est domicilié aux Invalides. Et partant de là, 5 groupes de réflexion se sont formés. Donc il y a un premier groupe qui travaille sur l'écosystème, groupe auquel appartient Bernard. Un deuxième groupe qui travaille sur la régulation du cyberespace, groupe dans lequel travaille Cécile. Un troisième groupe qui travaille sur les talents, c'est-à-dire comment on peut détecter des nouveaux talents. Pourquoi, par exemple, dans la cybersécurité, les femmes ont été représentées dans les années 80. Il y avait entre 30 et 40% de femmes dans le monde de l'IT. Aujourd'hui, on est à 5-6. Alors, effectivement, on peut prendre des mesures, mais pour prendre des mesures, il faut comprendre pourquoi. Donc, j'ai un groupe qui essaye de réfléchir sur pourquoi les femmes en sont parties. Un groupe qui travaille sur l'imaginaire. On pourra y revenir en fin de partie, parce que l'imaginaire aussi, c'est un élément fondamental. Et par exemple, dans ce groupe-là, j'ai un anthropologue, j'ai un philosophe, j'ai un préfet. Il faut toujours avoir un préfet quelque part. Ça structure le préfet, c'est très bien. C'est comme un général de gendarmerie, il faut toujours avoir un général de gendarmerie. Et le dernier groupe travaille sur le cybermoi. Alors le cybermoi, souvent aussi, ça interpelle, ça amène des questions. Le cybermoi, l'idée initiale, c'était d'essayer de comprendre, nous, sapiens, devons nous comporter pour éviter que notre moi numérique ne prenne le dessous sur nous-mêmes. Voilà. Alors ça, c'est un des sujets qui m'a été fourni par on a aussi 2 Asperger dans l'Agora 41, donc on veut vraiment toutes les diversités. Et voilà, donc 2 ans n'ont pas été superflus pour créer cette dynamique de gens qui vraisemblablement au début ne se seraient pas rencontrés, mais qui se sont retrouvés certaines fois. Par exemple, dans l'Agora, j'ai un diplomate et un philosophe qui étaient ensemble en prépa à Louis le Grand, et qui s'étaient plus revus depuis, et qui se sont retrouvés lors du premier entretien. Donc, la dynamique s'est formée. Bien entendu, on a eu le Covid, qui ont un petit peu gêné les réunions en présentiel, mais les juniors ont beaucoup aidé pour créer des réunions en visio, donc ça reprend. Vous avez continué à travailler justement. On a quand même continué à travailler, et vraisemblablement, l'année 2021, on en parlera plus tard dans le cadre de cette émission, mais l'année 21 nous amène à un niveau de productivité, et il y a pas mal de choses qui vont sortir, et je remercie vraiment les algorithmes, puisque c'est le nom qu'on leur a donné. Je remercie les algorithmes de tous les efforts qu'ils ont fait, parce que c'est du bénévolat. C'est du bénévolat, et donc, justement, donc aujourd'hui on a la chance d'avoir 3 algorithmes, dont Philippe. Je ne pense pas, moi, j'organise. Philippe est assez humble, mais il organise et il contribue également. Alors, Cécile Wendling, merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes une algorithme, mais vous êtes aussi directrice de la stratégie du groupe AXA, et vous êtes en charge au sein du groupe Agora 40. La stratégie de sécurité, si je peux me permettre. Absolument, la stratégie de sécurité et de l'anticipation des menaces.
Mais vous êtes avant tout ici pour nous parler de l'Agora 41 et de ce dont vous avez la charge, c'est-à-dire l'État et les acteurs du numérique. Est-ce que vous pouvez justement nous donner votre analyse sur ce sujet très important ? Oui, alors dans le sous-groupe, nous avons travaillé sur une approche historique et prospective. Donc on a regardé depuis les années 80 comment s'était organisé le lien entre les États et les acteurs à l'époque des télécommunications. Et Olivier Itéanou a vraiment regardé au sein du temps comment on avait régulé et comment on avait institué ce lien entre télécom et État. Olivier Itéanou pour nos téléspectateurs. Qui est donc un célèbre avocat très engagé sur les questions de souveraineté numérique. Et je pense qu'aujourd'hui, son travail permet de faire le lien entre le d'où l'on vient et où l'on va. Okay. Et le où l'on va, donc moi j'ai une casquette plus anticipation, prospective, et donc j'ai pris le contre-pied en disant mais si on part de demain et du concept d'État plateforme. Le concept d'État plateforme, ça veut dire quoi ? Vous connaissez les plateformes comme Uber ou d'autres. Eh bien, les États aujourd'hui peuvent aussi être des plateformes pour donner des services aux citoyens. Et différents types d'administrations peuvent être connectés à la même plateforme, et comme ça, les citoyens se connectant à la plateforme accèdent aux services. Des services comme par exemple ceux de l'ANSSI, proposés par l'ANSSI, dont parlait Philippe tout à l'heure. Mais il y a aussi beaucoup d'autres modèles d'État plateforme, où également des acteurs privés peuvent se connecter et faire plateforme pour servir le citoyen. On a aussi regardé une tendance qui est celle des GovTech, donc c'est-à-dire des nouvelles technologies qui sont mises au service des gouvernements pour pouvoir être plus agiles dans les réponses. Mais cela pose beaucoup de questions, donc il y a différents modèles, on parle beaucoup du modèle estonien, il y a d'autres modèles autour de nous comme à Singapour, voilà, donc la question c'est aussi vers quel modèle on irait en France, et qu'est-ce que ça veut dire pour l'identité numérique du citoyen, pour le stockage de sa donnée, également pour la sécurité cyber des informations qui sont collectées sur ces plateformes. Alors justement, est-ce que vous tirez des conclusions par rapport à ces analyses, et vers où on doit aller pour qu'il y ait une meilleure régulation de ces acteurs ? Alors, il y a beaucoup de questions à gérer. Une des grandes questions, évidemment, c'est autour de la donnée. Où est-ce que la donnée est stockée et qui a droit d'accéder à ces données, sous quelles conditions, surtout quand ce sont des données personnelles ou des données de santé. Et en ça, le fameux RGPD, Règlement général sur la protection de la donnée, a été une première brique. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de nouvelles briques qui ont été créées au mois de décembre par la Commission européenne pour justement mieux réguler les GAFAM, mieux penser le monde numérique demain et également la cybersécurité demain. Donc l'enjeu des données et donc aussi la territorialisation de la donnée, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. La deuxième chose, c'est aussi un enjeu autour de l'autonomie stratégique. Est-ce qu'on a toutes les briques des technologies pour que l'État puisse être autonome ? Par exemple, si je donne le fameux exemple du GPS, si le GPS est que américain et que le GPS est coupé, les Européens ne sont plus autonomes. Mais si vous avez Galileo, vous avez une autonomie stratégique qui est redonnée. Donc la deuxième question, au-delà de l'accès à la donnée, c'est vraiment la question de l'autonomie. Est-ce qu'on a bien toutes les briques pour pouvoir être nous-mêmes indépendants. Et je voudrais dire que c'est une dimension qui a été vraiment importante aussi à l'époque du Covid, puisqu'on a vu qu'avoir une chaîne avec toutes les briques souveraines pouvait être important quand des frontières sont refermées ou quand il y a des fragmentations géopolitiques autour de nous. Et enfin, un mot évidemment, c'est la cybersécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les systèmes peuvent être attaqués ou attaquables. Donc, est-ce qu'on peut s'assurer d'une forme de cybersécurité de l'État numérique et si oui, comment ? Alors justement, on parlait de cybersécurité, de cybermenaces et du Covid. L'Agence médicale de l'Union européenne vient de confirmer que des informations relatives au vaccin contre la Covid-19 ont subi une cyberattaque le mois dernier contre le gendarme européen du médicament. Quel regard aujourd'hui portez-vous, Cécile Van Lyck, sur justement ces cybermenaces qui nous suivent au quotidien, qui suivent des acteurs importants de l'État ? Alors je dirais qu'il y a évidemment beaucoup de cybermenaces, même si les personnes ne s'en rendent pas toujours compte. C'est vrai que c'est un sujet qui est encore un peu tabou et tout le monde ne va pas déclarer publiquement qu'il a subi une attaque. Donc le premier message pour tous ceux qui nous écoutent, c'est évidemment faites attention à vos cyber-risques, même en tant qu'individu, vous pouvez avoir un rançongiciel, un ransomware, vous cliquez sur un mauvais lien dans un email et ça encrypte vos données et après on vous demande de payer pour les décrypter. Donc la première chose, c'est évidemment faire bien attention à toutes ces menaces du quotidien et donc à l'hygiène du quotidien. Pour rester positif, c'est en investissant dans cette hygiène, on peut tous être protégés. La deuxième chose, c'est qu'on est un monde de plus en plus interconnecté et donc si vous voulez attaquer un État ou un grand groupe, vous passez par un maillon faible qui est la petite PME, la petite start-up ou l'individu moins protégé. Et c'est en passant par là que vous pouvez, par effet domino et par infiltration croisée,
avoir un effet qui est beaucoup plus catastrophique, beaucoup plus impactant. Et beaucoup d'experts prospectivistes disent qu'aujourd'hui, on a connu le Covid comme crise sanitaire mondiale et que la prochaine crise mondiale pourrait être une cyberattaque. Donc c'est vraiment extrêmement important de se rendre compte de le fait que notre monde est interconnecté. La menace est également interconnectée. Et parce que je suis prospectiviste, je voudrais rajouter qu'on travaille aussi à anticiper la menace demain. Et anticiper la menace demain, c'est par exemple travailler sur l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, on a des mécanismes de cryptographie qui peuvent être, vraiment challengés, remis en question par ces technologies. Absolument. Donc, c'est extrêmement intéressant de comprendre que anticiper la menace, ça veut dire à la fois être ancré dans le présent et son hygiène informatique. C'est aussi avoir une capacité de projection sur des nouvelles technologies qui vont devoir changer nos protocoles de sécurité. Et enfin, c'est pour moi comprendre la convergence de la sécurité. C'est-à-dire que quand vous voulez faire du mal à quelqu'un, c'est pas soit physiquement en cambriolant sa maison, soit en le hackant, c'est souvent une combinaison de moyens. Donc à nous aussi d'avoir une approche systémique de la sécurité et de bien penser la sécurité depuis les câbles, depuis les centres où sont stockées les données, jusqu'aux couches les plus abstraites et jusqu'à même aux compétences. Parce que si on n'a plus les cerveaux pour faire tourner nos outils, on n'est plus souverain non plus. Mais justement, donc je vous remercie Cécile Wendling. On comprend la richesse justement de vos travaux au sein de ce bel organisme, de ce cercle de réflexion, pour reprendre les mots de Philippe au sein de l'Agora 41. Pour parler de vous, mon général. Alors mon général, vous avez une belle expérience, à la fois au sein de nos forces armées, mais aussi interministérielle. Est-ce que vous pouvez parler à nos téléspectateurs de votre parcours en quelques mots, même si ça va être compliqué, mais je pense qu'on va y arriver. Alors, très rapidement, donc moi je suis militaire. J'ai été militaire d'actif jusqu'au mois de décembre. Je suis maintenant ce qu'on appelle en deuxième section, pas encore à la retraite, pas en deuxième section. Et donc j'ai eu une carrière militaire opérationnelle assez naturelle au départ, jusqu'aux années 2002-2003, puisque j'ai commandé un régiment de chars, j'étais cavalier, et j'ai été commandé les forces françaises en Afghanistan. Belle expérience opérationnelle aussi, de septembre 2002 à janvier 2003. Et puis ensuite, mais une deuxième partie de carrière, un peu plus dans les bureaux, dans les états-majors, et en ce qui me concerne, beaucoup plus dans l'interministériel, comme vous l'avez cité. Alors, deux, trois périodes ou phases importantes. La première, c'est ce qu'on appelle le secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale, donc un organisme aussi aux Invalides, dont dépendait la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information et dont dépend encore maintenant l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est un peu le bras armé, puisque c'est interministériel, de Matignon, du Premier ministre, dans le domaine de la défense et la sécurité nationale. Donc là, j'ai travaillé pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans dans cet organisme, comme conseiller du secrétaire général pour les conseils de défense. Et donc là, j'ai découvert, je suis scientifique, donc je m'intéresse aux sujets scientifiques et au numérique. D'ailleurs, j'avais fait l'École nationale supérieure des techniques avancées en milieu de parcours, et j'avais découvert Internet. C'était en 93, Internet démarrait. Et quand j'avais parlé des mises en réseau de jeux, on faisait un peu des jeux en réseau, ça, tout le monde me regardait. Donc j'ai un attrait pour ces sujets-là. Et donc d'un point de vue professionnel, je les avais pratiqués avec donc le développement du numérique, de la nécessité de protéger nos systèmes d'information, que ce soit d'ailleurs ceux de grandes entreprises, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, mais évidemment aussi tout ce qui est lié à nos administrations publiques et notamment aussi à nos forces de sécurité et nos forces armées. Donc première étape, et donc découverte de la sécurité des systèmes d'information avec la naissance aussi donc de l'ANSSI en 2009. Deuxième étape, c'est j'ai eu la chance et l'honneur de servir 3 premiers ministres de 2010 à 2014, donc chef du cabinet militaire. Donc là, on est dans la souveraineté numérique, conseiller le Premier ministre sur ces sujets-là, et donc développement aussi de tout ce qui est moyens, capacité de l'État dans le domaine du numérique et de la protection de nos systèmes d'information, notamment étatiques. Et puis troisième étape, toujours dans l'interministériel, de 2014 à 2018, j'étais directeur d'Institut des hautes études de défense nationale, qui est un institut qui dépend du Premier ministre, qui est un institut interministériel, qui se trouve à l'école militaire, et qui forme, alors à travers une 60aine de sessions, qui peuvent être des sessions de jeunes, mais après il y a un petit peu le haut du panier, si je puis dire, avec 4 sessions nationales. Et donc on formait, puisque j'étais jusqu'à 2 ans, de l'ordre de 2000 auditeurs sur une 60aine de sessions sur des questions de défense et de sécurité nationale, donc aussi de sécurité et de relations internationales. Et puis dernière étape, un peu toujours dans l'interministériel, j'ai été détaché comme officier général pendant 2 ans, de l'été 2018 donc à novembre dernier, à l'inspection générale des finances. Et cette inspection générale, elle mène un certain nombre de missions
d'évaluation, de conseil, aussi bien au profit évidemment du ministère de l'économie et des finances, mais aussi des autres ministères, de l'interministériel. C'est une de ses spécificités. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de mener parmi mes 7 missions, 3 missions avec un lien avec le numérique sur les capacités cyber de l'État ou avec l'identité numérique qui va se mettre en place de façon renforcée l'été prochain, enfin l'été qui arrive. Et donc dans ces missions-là, j'avais la chance à la fois d'apporter ma connaissance de l'interministériel et des processus de décision, mais également d'apprendre aussi et de continuer à apprendre dans ces domaines de la cybersécurité et du numérique. Alors mon général, vous êtes aussi membre de l'Agora 41, représenté ici par Philippe. Vous avez une très belle expérience effectivement sur la cybersécurité, sur la sécurité et sur l'interministériel. On le voit par rapport à votre parcours assez exceptionnel, mais parcours aussi exceptionnel de Philippe et de Cécile. Aujourd'hui, c'est du lourd sur ce plateau. Quelle analyse, mon général, faites-vous des capacités de l'État dans le domaine de la cybersécurité aujourd'hui? Alors, je peux en parler dans la mesure où, effectivement, j'avais travaillé sur un rapport il y a 2 ans, un rapport d'ailleurs qui est classifié, donc je peux donner des éléments, mais je ne peux pas rentrer non plus dans le détail. D'abord, je crois qu'il ne faut pas parler uniquement de capacité de l'État, c'est le numérique et les systèmes d'information. Ça irrigue notre vie au quotidien, et donc la capacité de notre pays, alors on pourra parler d'une dimension européenne après, parce que il faut aussi s'appuyer sur l'Europe, mais si on parle national, souveraineté nationale, c'est une combinaison, une coordination entre les moyens de l'État, mais aussi la sensibilisation, la mobilisation de tous les citoyens. C'est une capacité aussi qui est fondée sur la collaboration entre le public et le privé, entre l'administration publique et les entreprises, petites et grandes, start-up, qui sont aussi en pointe dans ce domaine-là. Alors, s'agissant des capacités d'État, et comme une nouvelle fois, sans rentrer dans les détails, et puis c'est un rapport d'il y a 2 ans, ce sont des choses qui évoluent très vite. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il me semblait, nous ce qu'on disait, c'était des capacités de bon niveau. Je crois que la France est à un très bon niveau dans ce domaine-là. Je dirais la capacité parfaite n'existe pas. Enfin, je peux juste prendre l'exemple de nos amis américains qui viennent de se faire attaquer leurs principales administrations, y compris le Trésor américain, etc. Donc je dirais, on peut mettre tout l'argent qu'on veut, ça ne suffit pas. Il n'y a pas de protection parfaite. Simplement, on est à un bon niveau. On est dans le peloton de tête, derrière, on va dire, les États-Unis et la Chine, avec les moyens financiers et humains qu'ils peuvent avoir. Dans un peu tous les domaines, dans le domaine de la protection, avec notamment l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour ce qui est justement du côté défensif. On a des capacités offensives, que ce soit aussi, je dirais, avec nos services de renseignement, la DGSE, ou au sein du ministère des Armées, dans le cadre d'actions plus classiques, en appui d'autres moyens. On a, se développe aussi tout ce qui est recherche et développement. On a, la France, alors même si j'ai vu qu'on dégradait, semble-t-il, au niveau des connaissances mathématiques, mais on a encore la chance d'avoir un haut niveau dans la recherche mathématique formelle, et donc INRIA, CNRS, CEA, donc on trouve, et également dans le privé. On a un bon niveau, mais là qui en voie de développement, et là il y a un effort à faire effectivement dans la coordination entre les moyens du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Et donc là il y a une bonne prise de conscience, et on avait été voir la Justice qui était bien consciente à la fois de cette nécessité de spécialiser quelques-uns, mais aussi surtout d'acculturer l'ensemble. C'est ça. Et puis, on a des moyens de bon niveau, mais là aussi, il faut progresser dans le domaine de la prévention, sensibilisation. Je peux citer cybermalveillance. Enfin, je crois que maintenant, personne ne se pose des questions sur la menace cyber, c'est plus sur comment dois-je y répondre, quelle réponse apporter. En revanche, et c'est une des responsabilités de l'État, c'est l'éducation et la formation, même s'il n'y a pas que l'État qui doit agir dans ce domaine, il faut qu'on fasse un effort dans le domaine de la formation. Moi, j'avais été à l'occasion de cette mission, on avait été surpris, et donc on avait sensibilisé nos autorités sur le fait que lorsqu'on demande aux administrations publiques ou au privé quel est leur problème dans le développement des réponses à apporter aux menaces cyber, il peut y avoir des problèmes financiers, évidemment, souvent ça se rapporte aux problèmes de ressources financières, mais généralement c'est les qualifications, les ressources humaines. Donc ça, c'est un problème majeur. Il y a une course aussi
qualifications, aux capacités dans le public et dans le privé. Mais ce qui m'avait étonné et un peu déçu, c'est le fait de voir que les formations qui existaient en enseignement supérieur étaient sous-utilisées. C'est-à-dire qu'en fait, ces formations, finalement, il y a peu d'appétence, on a l'impression, alors moi c'était contre-intuitif, les jeunes, on les voit très intéressés par les ordinateurs, par les téléphones, etc. Mais finalement, le côté cyber, c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond, qui va aller imposer des règles de sécurité, etc. C'est pas quelque chose qui finalement attire tant que ça. Et donc là, on a vraiment un effort à faire dans les écoles et dans l'enseignement supérieur pour attirer, motiver des jeunes, notamment des jeunes filles, car on voit beaucoup de... Je me réjouis qu'on est à l'Agora 41, et je sais que Philippe y veille un équilibre de ce point de vue-là, mais notamment des jeunes filles, sur ces métiers du numérique, et notamment de la sécurité du numérique, parce que derrière, c'est la confiance qui y est liée. On ne peut pas avoir des relations comme maintenant tous les jours dans le domaine du numérique entre concitoyens, entre privés et vis-à-vis de l'administration publique s'il n'y a pas cette notion de confiance. Et cette notion de confiance, elle doit se développer. Alors, j'étais un peu long, mais voilà. Donc une nouvelle fois, des bonnes capacités, mais des choses à développer et pour l'État. Et je me réjouis aussi de choses qui se développent comme le cybercampus, dont on pourra parler. Donc une synergie, une meilleure coordination, une meilleure connaissance entre acteurs publics et privés. Et une nouvelle fois, la France, je pense, n'a pas à rougir. Voilà. Il faut poursuivre l'effort, l'ANSSI le fait, mais il faut poursuivre l'effort. Alors, poursuivre l'effort, la France n'a pas à rougir. Justement, mon général, je vous remercie parce que vous êtes dans le ton de l'émission de parler des belles initiatives et de la chance que l'on a d'être la 5e puissance économique mondiale. Vous avez cité tous les avantages militaires, etc., où la France excelle. Et ça fait partie du ton de l'émission et également de s'intéresser donc au talent, puisque vous l'évoquez, mon général. Je me tourne vers Philippe. Philippe, là, vous parlez de la diversité, justement, de recrutement des talents au sein de l'Agora 41. Comment aujourd'hui vous y prenez pour détecter ces pépites? On voit souvent que les grands acteurs américains, ce sont des anciens étudiants qui étaient un petit peu passionnés. Alors on peut citer Bill Gates, on peut citer Mark Zuckerberg, qui était à la base des développeurs, des gens très techniques, mais qui ont pu concevoir effectivement des belles entreprises aujourd'hui qui sont internationales. Comment vous, aujourd'hui, vous vous focalisez pour détecter des personnalités pour justement faire avancer le débat public ici en France? Alors, pour faire avancer le débat public... Et faire en sorte que l'Agora 41 soit au niveau. L'Agora se positionne... Alors, ce qu'évoquait Bernard tout à l'heure, c'est effectivement, c'est des problématiques qu'on a soulevées, sur lesquelles on réfléchit. Donc, je citais le groupe Talent. Donc, le groupe Talent se réunit et est en train justement de mener des réflexions. On a pris contact notamment avec le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'au sein de l'Agora, nous avons la chance d'avoir le directeur général des scolarités. Et pendant la première crise du Covid, nous avons organisé alors, il y a plusieurs événements qu'organise l'Agora. Il y a des points d'étape qui sont faits, qui étaient faits de manière trimestrielle, où chaque groupe présentait ses travaux. Il y a eu un gros point qui a été fait lors des 10 ans de l'agence en juin, il y a un petit peu plus d'un an. Enfin, en juin 2019. Le Covid réduit nos mémoires. La vitesse réduit le temps et le Covid réduit nos mémoires. Donc là tous les groupes avaient vraiment fait un état d'avancée de leur réflexion depuis leur réflexion travail. Mais comme je le disais tout à l'heure, le niveau de productivité commence à être atteint. Parce qu'avant de pouvoir sortir ce qu'on appelle des livrables. Alors, par exemple, dans l'Agora, où il y a un terme, il y a plusieurs termes que j'aime employer pour le décrire. C'est libre, c'est multidisciplinaire. Et on n'impose rien, c'est-à-dire que la différence d'un think tank, vous attendez un rapport. À l'Agora, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, les groupes ont toute liberté de leur productivité. Donc le groupe Talent a commencé à travailler sur comment est-ce qu'on pourrait détecter, comment est-ce qu'on pourrait positiver la cybersécurité. Parce que ce qu'on évoque, on parle tout le temps de cybermenaces, ça fait peur. Guillaume Poupard a récemment donné une interview sur lequel la cybersécurité, ce n'est pas que du négatif, c'est aussi un caractère à voir, et dans la cyber, il y a énormément de choses. Donc ce groupe-là, ce groupe Talent, alors dans ce groupe, vous trouvez aussi bien des personnalités comme Claudie Agnuret, la spationaute, qui nous a rejoint. Vous trouvez un ingénieur chez NVIDIA. Vous trouvez une enseignante à HEC, vous trouvez une spécialiste des fake news. Vous voyez, la mixture est très très différente, et
on a commencé à réfléchir sur exactement, voilà, comment est-ce que, notamment les plus jeunes classes, on pourrait leur porter ce message positif de la cybersécurité. Donc les réflexions sont toujours en cours, ils travaillent, on avance pas mal. Donc ça permet de donner un message positif et peut-être aussi d'attirer des gens qui ne voient pas derrière la cybersécurité que le hacking. Une conception un petit peu différente, et Bernard a évoqué un mot qui pour moi est fondamental, c'est la confiance. Et la confiance dans le numérique, c'est ce qui gère. Enfin, on voit actuellement les affaires avec WhatsApp, Signal, etc. Est-ce que l'un est mieux que l'autre? Absolument. C'est juste une histoire de confiance. Voilà. Et je conseille à nos téléspectateurs un excellent ouvrage qui s'appelle Avoir confiance dans le numérique, qui a été écrit par deux algorithmes, Milad Douei et Jacopo Domenicucci. Alors, les deux sont bloqués à l'étranger. Milad est bloqué à Baltimore, où il enseigne aussi à Johns Hopkins, c'est pour ça qu'il s'est fait surprendre par le Covid. Et Jacopo est bloqué à Oxford, où il est chercheur associé, et il est en doctorat en philosophie. Alors, on les salue. Très bon ouvrage à lire, un peu ardu, mais hyper intéressant sur la confiance. Voilà, le mot confiance, et il faut qu'on redonne cette positivité à la cybersécurité, qui peut-être est aussi un des éléments du pourquoi les femmes ont quitté ce milieu-là. Alors on n'a pas encore la réponse, mais c'est très intéressant. Justement, Philippe, l'angle de l'émission, c'est la positivité, donc c'est voir la France sous l'angle positif, les belles initiatives. Je vous remercie. Je pense que vous faites avancer le débat public, parce que vos travaux, vous disiez effectivement que c'est pas formalisé. Leurs travaux, pas les miens. Les travaux de l'Agora 41, en général, sont des travaux qui sont rendus publics, et ce sont des personnalités à la fois, vous le disiez, mais en général, des gens du public, mais aussi du privé. Donc, de toutes les façons, je salue effectivement le travail que vous faites, et je conseille, et on en parlera à la fin, le site internet de l'Agora. Cécile Wendling, justement, on parle de souveraineté nationale, de souveraineté numérique. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté numérique ? Alors la souveraineté numérique, c'est avant tout pouvoir être soi-même porteur de décision et d'autonomie dans un secteur qui est très large, parce qu'aujourd'hui, la digitalisation des entreprises, elle est partout. Vous êtes une compagnie d'assurance, vous êtes digital, vous êtes un industriel de l'armement, vous utilisez des systèmes d'information, etc. Donc comment est-ce qu'on garantit déjà que sur des domaines sur lesquels l'État est régalien, on puisse avoir la main de bout en bout sur des chaînes de production, de distribution, d'approvisionnement. La souveraineté numérique, elle est française, elle est aussi européenne, c'est-à-dire comment est-ce qu'au niveau européen, on peut également avoir des réflexions, parce qu'on a, par exemple, sur le sujet comme l'intelligence artificielle, des valeurs, un modèle de numérisation de la société, de confiance, qui n'est pas forcément partagé par tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le modèle chinois d'utilisation du numérique, et quand vous voyez la protection européenne sur les données personnelles, vous avez différentes façons d'utiliser la donnée et de la partager. Et donc ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que je trouve très intéressant qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance? Et pour moi, il y a vraiment une technologie de confiance, c'est-à-dire qu'elle correspond à des certifications, à des processus, etc. Mais il y a aussi un écosystème de confiance, c'est-à-dire les humains et les personnes qui le font. Et donc, ça nous invite au sein de l'Agora aussi à réfléchir à des enjeux éthiques du numérique, au-delà même du réglementaire du numérique. Ça nous invite aussi à croiser donc les regards, puisque nous avons dans notre groupe des algorithmes qui sont aussi basés en Chine, ou qui travaillent beaucoup avec la Chine, ou aux États-Unis, etc. Donc vraiment se dire qu'on est dans un monde multipolaire, où on a différentes façons aussi de penser l'avenir du numérique. Et enfin, ce que je trouve aussi très riche au sein de l'Agora, c'est que nous rencontrons beaucoup d'autres experts qui approchent l'Agora en disant « nous aimerions échanger avec vous », et ce qui nous permet à chaque fois d'être plus riche de ces échanges. Et ce que je trouve aussi vraiment très salutaire, c'est que ce n'est pas uniquement, par exemple, de l'ingénierie, des sciences dures, ou uniquement des sciences sociales. Il y a vraiment un mix très équilibré, où vous pouvez à la fois rentrer dans des sujets très techniques, voire des sujets très juridiques, parce que le côté juridique peut être très technique, et c'est en croisant ces regards qu'on arrive justement à travailler sur des recommandations et des pistes d'avenir différentes. Donc je pense que vraiment, j'aime beaucoup le fait que vous ayez souligné le côté, les talents et les personnalités, parce qu'en fait aujourd'hui, je crois vraiment au croisement des talents pour pouvoir inventer un modèle de demain dans lequel on peut avoir confiance, nous comme citoyens, lorsqu'on consomme de la santé, de l'éducation, ou lorsqu'on s'engage politiquement. Il faut qu'on puisse avoir confiance dans l'administration, dans les systèmes qui nous entourent en fait. Alors vous parlez de talent, c'est une excellente transition pour parler à vous. Général, vous avez dirigé l'Institut des hautes études de défense nationale, donc un institut de défense. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les différentes thématiques de cet institut et justement comment vous recrutez les nouveaux talents? Alors, je nuance déjà parce que c'est l'Institut des hautes études de défense nationale, comme l'indique
peut-être un peu faussement son nom, c'est un institut, je l'ai dit tout à l'heure, interministériel, qui traite et qui sensibilise et qui forme sur les questions de défense et de sécurité nationale et de relations internationales. Et donc, dans défense et sécurité nationale, on vient de parler, le sujet du jour, c'est le numérique, etc. C'est pas uniquement la chose militaire. Maintenant, il y a la protection du patrimoine scientifique et technologique, il y a les intérêts économiques. Donc, il y a beaucoup de sujets autour, alors même s'il y a un cœur autour des aspects strictement militaires, il y a une grande diversité de sujets. Donc, il y a une 60aine de sessions. Alors j'en parle, j'étais directeur il y a 2 ans, une nouvelle fois je précise, même s'il y a des choses qui vont évoluer. On peut dire, excusez-moi mon général, vous êtes assez humble, hein, comme Philippe, enfin, vous avez aussi ce point commun de l'humilité, vous avez quand même été à l'origine de cette session, on va y revenir. Alors, donc vous avez une 60aine de sessions, vous avez dont les sessions les plus complexes, les plus lourdes en enjeux et à la fois aussi en personne, en termes de qualification et qualité des personnes, ce sont les sessions nationales. Donc historiquement, il y a une session nationale politique de défense qui est très, très générale, avec une centaine d'auditeurs. Il y a une autre session armement, économie de défense. Et on avait souhaité, lorsque je suis arrivé, élargir à d'autres sujets de nature stratégique. Et donc, on avait créé, il y a 4 ans maintenant, une session nationale enjeux et stratégie maritime, c'est rassemblé autour du sujet de la mer. Et la France est la 3e puissance, enfin 2e en surface d'intérêt économique, donc une grande puissance maritime, des qualifications, des talents justement du domaine de la mer dans différents domaines. C'est quelque chose qui avait bien marché, où on avait justement créé aussi un écosystème de gens ayant la même culture, ayant discuté, travaillé ensemble sur les mêmes thématiques, apportant chacun leur connaissance du droit, des sujets portuaires, commerciaux, du parapétrolier, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, fort de cette expérience, nous avions eu l'idée, il y a 2 ans, un peu plus maintenant, 2 ans et demi, de lancer compte tenu de l'importance du sujet pour notre pays, et même de façon générale, lancer une session nationale souveraineté numérique et cybersécurité. On voulait un peu les deux, c'est-à-dire effectivement attaquer par le haut, on n'est pas dans la technique, changer les mots de passe tous les 6 mois, etc. Donc l'objectif, c'était effectivement de rassembler de l'ordre de 30 à 40 personnes, je crois que maintenant il y a un peu plus de monde, n'étant pas forcément des techniciens, mais on était plutôt dans le domaine du privé, COMEX ou équivalent, tournant autour des COMEX, et dans le privé, type directeur d'administration, donc des gens plutôt des décideurs, s'intéressant au sujet du numérique et pouvant croiser les approches, réfléchir ensemble autour de ces sujets-là. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait valider par mon conseil d'administration il y a un peu plus de 2 ans et demi, qui a été lancé avec, à l'époque, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, que je salue parce que malheureusement, il a disparu, contrairement à l'IHEDN. Et donc, cette session, on est à la... Alors, il me semble que Philippe, effectivement, a fait la 3e session. Et vous, Ali, je crois que vous êtes à la 4e session. Moi, c'est la session d'après, absolument. Donc on attire aussi des talents. Le but, effectivement, c'est de voir à la fois des gens qui vont apporter quelque chose par leur intérêt du sujet et leur connaissance du milieu, mais qui vont ensuite aussi pouvoir irradier à leur tour, à partir d'une part de leur connaissance et de l'environnement, et puis du réseau qu'ils auront créé dans les différents domaines. Et donc c'est quelque chose qui marche bien, et depuis des années, depuis presque 80 ans maintenant, du côté politique de défense, une communauté de jeunes et de moins jeunes, d'autorités et de jeunes, donc étudiants, etc., s'intéressant aux questions de défense. C'est quelque chose que je suis heureux d'avoir lancé il y a 3 ans, et qui se crée. Alors j'ai parlé du maritime, et en l'occurrence cette fois-ci du numérique. Et qui suit son cours. Philippe Lavaux, alors vous êtes aussi responsable de l'IHEDN au sein de l'ANSSI. Des relations avec l'IH, oui. Des relations avec l'IHEDN, absolument. Est-ce que vous pouvez compléter au propos du général Oui, je peux compléter, oui, avec grand plaisir. Alors, effectivement, j'ai fait la 2e session nationale, et c'est effectivement, vu de l'ANSSI, c'est quelque chose de fondamental, parce que manquait peut-être en France un vivier de pensée stratégique cyber. Donc il y a eu cette session, donc effectivement il y a eu la 3e session, on a préparé la 4e session. Alors justement dans mes missions de relations avec l'IHEDN, on a beaucoup travaillé avec le général Destromeaux, puisqu'il y a une réforme de l'IHEDN qui va sortir, où il y aura un tronc commun et 5 majeurs. Alors ça c'est la nouveauté 2021. Ça sera la nouvelle nouveauté 2021, avec une majeure défense économique.
sera mise en place, mais on a bien spécifié, et ça a été très très bien compris, que effectivement on trouve du cyber partout. C'est-à-dire qu'on peut trouver du cyber dans la politique de défense, et s'il parlait de sujets qu'il traite actuellement, on peut trouver de la cyber dans le maritime. Par exemple, c'est un sujet sur lequel on réfléchit. Les Américains viennent de sortir une doctrine de cyber maritime. Je crois que c'est un des derniers papiers qui aurait été signé par Donald Trump. Et il faut que nous aussi, on ait cette capacité de réflexion stratégique dans le cyber. Parallèlement à cette session numérique, a été réactivée une chaire qui existait déjà à l'IHEDN, qui s'appelait à l'époque la chaire Castex, que nous avons réformée, et de la même manière que nous avons voulu aussi dans son comité de pilotage transdisciplinaire. Donc il y a des représentants de grandes entreprises, il y a des représentants d'entreprises d'État comme le CEA, et le titulaire de cette chaire n'est pas du tout quelqu'un du milieu de l'informatique, c'est l'ancien président des universités de Vannes, qui est un spécialiste de la langue anglaise. Mais il a été auditeur de la première session cyber, il a un attrait, l'université de Vannes a mis en place des diplômes, notamment en cybersécurité des grands événements publics, donc il aime cette chose, il est secondé par Jean Leneutre, qui est professeur à Paris Télécom, qui lui est spécialiste de la sécurité des systèmes d'information industriels. Donc on a monté ce binôme pour vraiment pouvoir continuer à avoir un appui recherche. Et il est prévu que cette chaire, qui n'a pas de nom, qui s'appelle la chaire cybersécurité et souveraineté numérique, on a inversé la proposition, soit l'appui recherche de la session nationale souveraineté numérique et cybersécurité. Donc on crée, alors l'Agora est un pilier, la session est un autre pilier, la chaire est un troisième pilier, et on souhaite l'avoir, puisque ce n'est pas terminé, ce vivier de pensée stratégique transdisciplinaire, parce que la cyber, ce que je disais en début, c'est un élément qui est devenu politique, c'est-à-dire qu'on se lève le matin cyber, on mange cyber, on dort cyber. Et je pense qu'en plus, nous tournons, d'une part, on a la 5G est déjà arrivée, la 6G va aller encore plus vite, le quantique va être là, les IoT, on est dans, certains auteurs évoquent des changements, enfin des conversions civilisationnelles. Donc un petit peu le même système que la pensée religieuse, on est en train de se convertir au numérique, même philosophiquement. Allez-y, vous vouliez réagir. Je voulais dire que ce qui est pas mal, c'est de dire aussi à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent eux-mêmes s'impliquer, et donc ils peuvent candidater pour pouvoir suivre les sessions de l'IHEDN, ils peuvent suivre également des contenus en ligne qui sont mis à disposition, parce que je suis vraiment d'accord avec ça, on est tous acteurs du cyber. De même qu'on est tous en ligne, on est tous connectés, et de plus en plus avec le Covid et les confinements. Donc il faut aussi qu'on soit tous acteurs de la cybersécurité de notre société. Parce que comme le disait le général, on a une très large ouverture au profil public et privé, c'est ce que vous disiez mon général, sur justement le sourcing de ces profils. Une question que je me pose et que se posent certainement nos téléspectateurs, c'est l'IHEDN. Tout à l'heure, vous disiez que vous laissiez au sein de l'Agora 41 le libre exercice des groupes pour réfléchir à la façon dont ils allaient effectivement contribuer au débat, faire avancer le débat. Au niveau de l'IHEDN, est-ce qu'on a des livrables, est-ce qu'on a des rapports, est-ce qu'on a des liens entre le législatif, entre les administrations et l'école? Je peux donner un exemple très concret. Allez-y. Donc, au sein de la session PolDef, la 73e, nous sommes organisés par comité. Et par exemple, le sujet de mon comité, c'est juste la souveraineté numérique, les relations entre État et acteurs du numérique. C'est un rapport que l'on fait donc dans un groupe multidisciplinaire, puisqu'il y a un tiers de militaires, un tiers de société civile, donc un sénateur par exemple, et puis on a un dernier tiers qui est vraiment du privé. Et tous ensemble, nous travaillons pour un rapport que nous remettrons justement à Guillaume Poupard de l'ANSSI, qui est notre tuteur institutionnel. Donc l'idée, c'est de s'engager à cette production qui va servir après à une institution en ayant ce regard multidisciplinaire, et puis aussi c'est s'engager après potentiellement à pouvoir entrer dans des réserves civiles ou cyber ou opérationnelles. C'est-à-dire je trouve que c'est très bien qu'il y ait un lien entre une année très riche de rencontres et de production et qu'on puisse après continuer cet engagement. C'est pour ça que j'encourage les uns et les autres à aller voir, à se renseigner, à candidater. Et aujourd'hui, je trouve que c'est rare d'avoir dans une telle diversité de profils et de mélanges qui permet aussi de rendre notre
notre État un peu plus riche et fort et d'imaginer des solutions de demain que peut-être par secteur où chacun dans son métier, on peut moins envisager que lorsque on joint tous nos forces. En général, justement, est-ce qu'on a des... Oui, j'ai complété ce que dit Cécile, c'est-à-dire qu'effectivement, quelles que soient les sessions, c'est le même, ce qu'on appelle triptyque, hein, c'est-à-dire à la fois des conférences, généralement par des gens de très haut niveau, mais avec des profils assez différents, d'ailleurs pas uniquement français, mais ça peut être aussi européen, voire étranger, ça peut être vraiment des profils très, très différents. Donc, conférences, visites sur le terrain, car il n'y a rien de mieux qu'aller sur le terrain, que ce soit dans des organismes militaires ou au CEA, enfin, il y a des visites assez extraordinaires, et généralement, on en revient en étant fier d'être français, hein, sur les compétences scientifiques dont notre pays dispose, et puis des travaux, hein, quelles que soient les conférences, de façon plus ou moins approfondies en fonction du type. Alors, les sessions nationales sont des sessions qui vont de 50 à 60 jours pour les principales, donc politiques de défense. Alors, ça va changer, ou un peu moins pour ce qui est maritime ou numérique. Mais s'agissant des travaux, il y a toujours un rapport à rendre, un travail à effectuer par comité. Donc là, c'est très riche aussi, confrontation des idées, etc. Parce que on est peut-être moins interactif quand on est dans des conférences ou lors de visites. Mais ces travaux sont très profitables. Alors, évidemment, ça dépend aussi des sessions. Sur les sessions politiques, la session nationale politique de défense, où on a des gens avec des profils extrêmement différents, c'est ce qu'ils viennent décrire, hein, un tiers de militaires, un tiers de fonction publique, un tiers de privé, mais avec aussi des entreprises, des communicants, des parlementaires, donc c'est extrêmement varié. Donc là, ce qui est intéressant, c'est la confrontation des idées, amener des idées, mais lorsqu'on est du côté du maritime ou de la cyber, on a des gens qui sont déjà dans le domaine, dans une des parties du domaine, mais qui du coup, étant vraiment plus spécialisés, on est presque plus dans la formation professionnelle, je caricature un petit peu, mais là, il y a des sujets qui peuvent être beaucoup plus pointus. Voilà. Mais quels que soient les rapports, ils sont destinés à telle ou telle autorité, et généralement, ça peut éclairer tel ou tel type de décision. Et ce que vous disiez, en général, la chance, c'est le déplacement à la rencontre de nos militaires, des centres opérationnels à l'étranger. Exactement. Et il y a un dernier, alors je ne devrais pas dire livrable, mais le vrai livrable, c'est le fait de rendre à notre pays des auditeurs qui ont passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois ensemble, qui se connaissent, qui ont réfléchi, qui ont créé des relations à la fois amicales mais aussi professionnelles, et qui font partie d'une communauté qui va pouvoir éclairer, ils vont pouvoir se servir de leur réseau, peut-être pour des intérêts personnels, mais aussi et surtout pour notre pays, pour apporter quelque chose dans le domaine de la politique de défense. Elle est large, c'est défense et sécurité nationale, dans le domaine du maritime, dans le domaine de la cyber. Et ça, pour moi, c'est le vrai... une nouvelle fois, je suis un peu gêné de parler de livrable, mais c'est ça, c'est ces auditeurs, cette communauté, et avec des associations, hein, tout un monde des associations derrière, qui est très important et qui est une des qualités et une des richesses de l'IHEDN. Alors j'en profite, hein, c'est très partisan, mais pour saluer les membres de la session nationale cyber numéro 3 qui se reconnaîtront. L'émission si tu permets, Ali, juste Philippe, allez-y. Sur ce que vient de dire Bernard, il y a aussi une association des auditeurs de la session cyber qui a été créée et qui, au bout de 2 ans d'existence, est en plein devenir, qui est en train de se structurer. Donc voilà, je tiens aussi à le signaler que dans la masse d'associations, alors celle-là est un petit peu particulière parce qu'elle a été créée alors que les sessions appartenaient IHEDN, INESJ. Donc elles n'appartiennent pas à l'union d'IHEDN. Elles sont un petit peu extérieures. Si je peux, justement, c'est juste à titre d'illustration. Je suis sûr que cyber, ça va être la même chose. Mais la session maritime, alors qui doit être à 5e ou 6e je crois maintenant, ça passe tellement vite. Mais maintenant, je sais que ce sont des contributeurs à ce qu'on appelle les assises de la mer. Et quand le ministère de la Mer réfléchit à un sujet et qui veut avoir un peu son Agora 41, lui, il fait tout de suite appel à cette association des anciens de la session maritime de l'IHEDN parce qu'il a une communauté très riche en qualité, en diversité, qui peut lui apporter un éclairage très important. Et donc ce sujet de la mer, je suis sûr que dans le domaine de la cyber, très vite, avec la constitution année après année de cette communauté IHEDN dans le domaine de la cyber, au profit de l'ANSSI, au profit du secrétaire d'État au numérique, au profit une nouvelle fois et du privé et du public, en tout cas de nos intérêts nationaux, on aura une communauté qui viendra en appui et apporter sa plus-value. Merci mon général. Philippe Lavaux, alors est-ce que l'émission touche quasiment à sa fin ? 2021, j'espère une belle année. Quels sont vos enjeux, Philippe Lavaux, pour cette année ?
au niveau national, au niveau de l'Agora et peut-être... J'en resterai surtout au niveau de l'Agora. Ouais. Au niveau de l'Agora. J'espère que la destinée de l'Agora sera nationale, voire internationale. Et bon, on l'espère aussi. Alors effectivement, l'Agora, le terme que j'évoquais tout à l'heure, c'est là, on arrive à un niveau de productivité, donc les livrables qu'on entend donner sont en préparation. Donc, par exemple, le groupe de Bernard a terminé sa réflexion sur la donnée et la souveraineté. Ils en sont à la rédaction. Après, on va faire un comité de lecture et vraisemblablement une publication. Le groupe de Cécile est aussi le projet est bien formé. Il reste un petit peu à le cadrer. On pourra en faire une publication d'ici quelques temps. Le groupe Talent travaille sur cette problématique de réflexion, de détection des talents, en coopération avec des écoles qui sont en train de se former dans le 19e arrondissement. Je ne citerai pas, je ne veux pas faire de publicité indue, n'est-ce pas Ali? Le groupe Cybermoi est en train de réfléchir sur la création d'une chaîne YouTube et d'un questionnaire, un petit peu un questionnaire de Proust, mais appliqué au Cybermoi, c'est-à-dire... qu'est-ce que le cybermoi pour vous? Qui êtes-vous dans le cyber? Donc voilà, percevoir un petit peu la perception de chaque individu qu'il a de son identité numérique. Et le groupe imaginaire, quant à lui, alors j'en parle pour la première fois, c'est un scoop. Effectivement, c'est un scoop. Nous allons créer un prix littéraire. Alors qui ne concurrencera pas, le prix du FIC. D'ailleurs, je salue le général Vatin. Qui est abonné à notre chaîne et qu'on salue au passage. C'est bien, avec Bernabé. Voilà, son fils. Ça sera totalement différent, ça sera un prix qui s'appellera le prix du roman cyber Agora 41, donc c'est pas très original, je l'avoue, mais au moins ça cible bien, c'est pour faire ressurgir et pour récompenser les meilleurs ouvrages qui... alors ne seront pas purement cyber, c'est-à-dire que faire un roman qui ne traiterait que d'une attaque cyber en rentrant dans les réseaux, dans la reconnaissance, dans le malware, un peu technique. Ça serait trop technique, ça ne toucherait pas l'ensemble de la société ou de la population. On partira sur des romans dont le cyber est un élément principal, mais pas forcément unique. Voilà, ça c'est le principe. On a constitué un jury avec de très hautes personnalités, donc pour l'instant, ça, je le garderai confidentiel. Donc ça, c'est une des premières choses. Il y aura toute une campagne de communication qui sera faite là-dessus. Nous avons un gros événement que nous préparons pour la fin mai, qui devrait avoir lieu au Collège des Bernardins, dans ce magnifique endroit. Alors je dis peut-être parce que c'est aussi le côté international. Nous souhaitons inviter un Turing Prize qui s'appelle Leslie Viant, dont une des thèses porte sur la soi-disant stabilité des réseaux, et sécurisation des réseaux. Est-ce que les réseaux sont sécurisés par la volonté ou est-ce qu'ils peuvent être sécurisés par le hasard? Et donc c'est question ouverte. Question très ouverte. Donc voilà, si la crise nous permet de pouvoir l'accueillir, nous montrons ça avec effectivement d'autres personnalités qui sont prévues, dont des professeurs du Collège de France. Ce serait toute une journée de réflexion qui se tiendra donc au Bernardin. Voilà, pour l'instant, les sujets sont en cours. Au sein de l'Agora, nous organisons aussi des petits déjeuners. Alors ces petits déjeuners ont un but aussi, c'est de poser l'action de l'Agora au sein de l'agence. Parce que dans les membres de l'Agora, il n'y a aucun membre de l'agence. Parce qu'on veut s'appuyer justement sur ces fameuses ressources extérieures. Mais en revanche, il faut aussi que l'Agora puisse être vue par les agents de l'ANSSI. Donc on organise ces petits déjeuners-là qui sont en répartition. Les participants, c'est un tiers. Il y a un grand témoin, donc un grand témoin pour la journée. Quand on avait fait la chose sur l'éducation nationale, ce que je citais, le grand témoin était aussi membre de l'Agora, puisque c'était Édouard Geffray, qui nous avait accueillis en partie boulevard de Grenelle et en partie en visio. On a fait un petit déjeuner sur le citoyen numérique, qui a été réalisé justement grâce à un membre de l'Agora qui s'appelle Romain Galland-Fontaine, qui travaille pour IN Group. Donc IN Group, c'est le nouveau nom de l'imprimerie nationale. Et le prochain que nous allons organiser, alors avec le Covid c'est un petit peu compliqué, aura lieu vraisemblablement fin janvier et aura pour sujet les conséquences écologiques du développement numérique.
Voilà. Beaucoup de Donc projets. ça fait pas mal de choses, et je remercie Alix, ma collaboratrice, c'est elle qui s'occupe des petits déjeuners et qui fait énormément de choses. Donc voilà. On salue encore au passage. Merci Alix. Philippe, merci beaucoup. Si tu me permets, pour continuer, justement, on parle énormément de l'Agora. Donc la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a un site que tu as cité tout à l'heure, qui est très simple, c'est agora41.fr. On a voulu quelque chose d'assez simple. Donc vous pouvez vous y connecter. Nous avons un compte LinkedIn. Donc c'est le compte de l'Agora 41, où vous pouvez retrouver notamment le compte rendu des matinales, enfin des petits déjeuners. Parce que ces petits déjeuners-là, sont assez restreints, durent peu de temps. En général, c'est 1h30. C'est pour ça qu'on ne veut pas dépasser une quinzaine de personnes, parce qu'à plus, on tombe dans des lieux où effectivement énormément de personnes exposent leurs idées, et in fine, on n'est pas pragmatique. Alors que là, comme l'évoquait Cécile, on veut pouvoir en tirer des propositions. Et donc ces propositions-là, vous pouvez les lire, et sur le site où vous retrouvez l'intégralité des personnes qui composent l'Agora 41, ou sur le compte LinkedIn où vous avez différentes actualités. Vous avez aussi les actualités de certains membres, des nominations, des prestations, voilà. Ça fait beaucoup d'actualités. Ça fait pas mal de choses, et voilà. Et effectivement, comme disait Cécile, regardez aussi sur le site de l'IHEDN, les candidatures seront closes fin février. Eh bien, écoutez, un message est passé aux téléspectateurs. Cécile Wendling, même question. Quels enjeux pour cette belle année 2021, qui j'espère sera sans Covid ? Alors moi je dirais que 2021, je nous souhaite à tous de continuer de penser le temps long et d'imaginer. Je sais que le confinement a tendance tous à rétrécir nos espaces et nos esprits, donc je nous souhaite de garder l'esprit ouvert. Et je dirais aussi que on voit beaucoup la montée des inégalités, on voit beaucoup finalement un morcellement aussi des générations qui sont séparées les unes des autres. Donc je nous souhaite beaucoup de sens, beaucoup de cohésion et beaucoup de dialogue interdisciplinaire. Et je crois que la diversité et l'imaginaire, c'est ce qui peut nous sauver lorsqu'on affronte des situations comme le Covid. Donc soyons imaginatifs et pensons loin. Loin et positif, mon général. Même question. Oui, je vais reprendre en partie les enjeux développés par Cécile, mais je vais rajouter un élément précis auquel je pense, parce que j'ai eu la chance il y a un peu plus d'un an, de faire une mission sur l'identité numérique. Donc du coup, si j'ai des vœux à faire, au-delà de tout ce qui est effectivement développement de la culture, de la sensibilité aux enjeux du numérique, et je suis aussi à l'intergénérationnel, c'est très important, à l'électronisme qu'il faut faire disparaître, faut lutter justement contre ces exclusions du numérique, et en tout cas laisser le choix. Mais il y a un sujet particulier, c'est le fait que donc cet été devra se mettre obligatoirement en France, comme dans tous les autres pays européens, une carte nationale d'identité électronique, un peu comme le passeport, avec un certain nombre de données à l'intérieur. Ce sera notre nouvelle carte d'identité. Et s'appuyant sur ce déploiement de la carte nationale d'identité électronique, il y a un beau programme depuis 2 ans, oui, un peu plus de 2 ans maintenant, qui est celui de France Identité Numérique, c'est-à-dire offrir à tous nos concitoyens une identité numérique, ce qu'on appelle renforcée, substantielle ou élevée, c'est-à-dire pas uniquement un login mot de passe qui peut être piraté assez facilement, mais de façon à ce que, avec toutes les démarches, qu'il s'agisse des démarches commerciales dans le privé, mais aussi évidemment des démarches vis-à-vis des administrations publiques, on puisse faciliter les démarches, faciliter les relations, et tout ça dans un climat de confiance. Et donc le déploiement de cette identité numérique, France Identité Numérique, je cite d'ailleurs la directrice qui est Valérie Penaud, donc je lui souhaite tous mes vœux pour cette année et cette échéance de cet été, pour que justement notre pays bénéficie aussi de cette identité renforcée pour chacun de nos concitoyens, et donc d'une confiance partagée. Confiance partagée, ça sera le mot de la fin. Merci mon général. Merci Cécile Wendling pour votre témoignage. Merci Philippe Lavaux de représenter l'Agora 41. Merci à tous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, vous l'avez compris, sur les belles initiatives positives en France autour de l'actualité économique, sociale et numérique. À très bientôt. Au revoir.